plus de 3 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo est en proie à l'insécurité. Celle-ci est causée par le mouvement rebelle de l'AFC et les M23, qui aujourd'hui a assiégé la ville de Goma et Bukavu. Ce mouvement est soutenu par le Rwanda. Que faut-il faire pour mettre fin à cette insécurité? Nous en parlerons avec le professeur Roland Vélé, docteur en philosophie politique, directeur du Centre d'excellence de l'Université de Bandundu, recteur du CEPROMAD. Monsieur le professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, monsieur le professeur, depuis plus de 30 ans, la région du Kivu en République démocratique du Congo est le théâtre de massacres, viols, tueries et de crimes contre l'humanité. Comme le fois passé en 2025, c'est une incursion directe du M23 et l'AFC, les troupes rwandaises, allais-je dire. Comment analysez-vous le cours des événements jusqu'à ce jour? Bon, merci beaucoup, madame, pour cette question posée. Et je voudrais aussi remercier tous vos confrères qui sont là. Et ensemble, je crois qu'on va discuter de cette question. C'est une question cruciale qui touche à la souveraineté d'un État. Et je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez pour répondre à vos questions. Et avant tout, je voudrais ici rendre hommage à nos vaillants militaires qui sont à l'Est et même au Wazalendo qui, nuit et jour, sont hantés de combattre l'ennemi. Et nous, en tant que scientifiques, nous avons voulu donner aussi de la voix pour apporter notre riposte intellectuelle et stratégique à ce conflit qui sévit à l'est de notre pays. Comme vous le savez, vous l'avez dit dans votre question, il s'agit d'un conflit complexe. Au point où, pour mieux comprendre ce qui se passe à l'est, il faut une analyse profonde de la situation de l'est. Voilà pourquoi, d'emblée, j'ai dit qu'à l'est, nous avons un problème à deux facettes. Il y a d'une part la guerre de l'Est et d'autre part la guerre à l'Est. Voilà, ces deux notions, si nous les analysons bien, nous allons bien comprendre quelle est la situation et quelles sont des solutions ou des recommandations qu'on peut faire à l'autorité pour résoudre cette crise. Monsieur le professeur, lorsque vous dites la guerre de l'Est et la guerre à l'Est, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, c'est deux notions sœurs, mais avec des contenus un peu différents. À mon entendement, quand on parle de la guerre de l'Est, il s'agit d'un conflit récurrent, permanent, avec des ramifications internationales et dicté par les besoins hégémoniques, par les besoins économiques, par les besoins géostratégiques et soutenu non seulement à l'interne, mais c'est surtout par l'étranger. C'est ça ce que j'appelle la guerre de l'Est. C'est ces conflits qui perdurent à l'Est et qui de temps en temps prend des formes différentes. Et cet engrenage, c'est ce que j'appelle la guerre de l'Est, c'est-à-dire le problème de l'Est. Alors, d'autre part, nous pouvons parler aussi de problème, la guerre à l'Est. La guerre à l'Est, à mon avis, c'est un conflit ponctuel, un conflit qui intervient de manière spontanée et qui se greffe sur la situation de la porosité territoriale de l'Est pour qu'on exprime ses revendications. Et très souvent, des personnes qui sont des acteurs clés de ces conflits sont visibles, ce sont des acteurs apparents et qui agissent, n'est-ce pas, pour très souvent revendiquer leurs propres problèmes, soit dû à la frustration, soit dû aux injustices sociales à l'interne.
C'est ce que j'appelle moi le conflit à l'Est, comme les cas actuels. Nous avons un conflit où il y a certains Congolais, n'est-ce pas, habillés en peau étrangère, n'est-ce pas, et qui attaquent leur propre pays. Alors, ça donne l'impression d'un problème congolo, mais plutôt alors que c'est un problème étranger, mais habillé par les Congolais. C'est ce que j'appelle la guerre à l'Est. Alors, les deux types de guerres, des conflits, nécessitent des approches différentes pour sa résolution. Voilà un peu la situation de ces deux notions, la guerre de l'Est et la guerre à l'Est. Monsieur le professeur, des milliers de morts enregistrés, de condamnations des États du monde, mais la crise est loin d'être finie. Quelles sont, selon vous, les causes profondes de cette crise sécuritaire? Bon, c'est une question complexe. Vous me ramenez à aller plus loin dans la science. D'abord, il faut dire que les guerres ont plusieurs origines. Nous pouvons parler des origines biologiques, naturelles. En fait, les guerres viennent du cœur. C'est lorsque le cœur est frustré, n'est-ce pas, qu'il y a des problèmes internes, d'injustice. Ça crée la révolte. Ça crée une réaction. Et cette réaction peut prendre plusieurs formes. Donc, les raisons des conflits, les raisons des guerres, parce que la guerre est un conflit armé, c'est nécessairement, ça vient aussi du cœur, c'est-à-dire des raisons naturelles, biologiques. Deuxièmement, nous pouvons aussi parler des raisons sociologiques. Les raisons sociologiques de la guerre, c'est des problèmes économiques, par exemple, des problèmes géostratégiques. C'est des problèmes, n'est-ce pas, qui poussent les États à aller en guerre. Et là, je voudrais préciser, et je suis clair, parce qu'en fait, la notion de guerre est liée à l'État. On ne peut pas parler de guerre entre un État, un individu ou quelques individus. Non. À ce moment-là, c'est une rébellion, n'est-ce pas? Et Jean-Jacques Rousseau, dans ses recherches, parle des bandits. Donc, des personnes qui ont pris des armes pour combattre l'État sont des bandits. Mais la guerre, en réalité, n'est possible qu'entre deux États, c'est-à-dire un État A contre un État B. Alors, voilà l'engrenage dans lequel on nous met dans le conflit de l'Est. C'est cette confusion-là qui pose problème. C'est ce qui fait, je comprends par exemple la position du gouvernement. Bon, quand on ne sait pas déclarer directement la guerre, ça veut dire en réalité on ne peut pas déclarer la guerre contre des rebelles. On doit déclarer la guerre contre un autre État. Et cet État, c'est le Rwanda. Tout le monde le sait. Voilà un peu la complexité de la question de l'Est et qui nécessite une analyse profonde pour qu'on trouve des solutions appropriées. Ok, merci professeur, professeur et chercheur. Oui. Dans l'une de vos publications, vous parlez avec pertinence sur les deux notions, la paix et la guerre. Bon, vous expliquez aujourd'hui comment est-ce que ça peut se rapprocher. Bon, vous savez, de manière générale, quand on parle de paix, on oppose ça au conflit, à la guerre. Les deux notions apparaissent à un moment comme des notions contradictoires. Mais si vous faites une analyse dialectique de la notion de guerre et de paix, vous allez vous rendre compte que ces deux notions sont liées. En fait, c'est une même réalité à deux facettes. Chaque guerre termine par la paix. Et quand vous êtes en temps de paix, attendez-vous à la guerre. Ces deux notions sont liées. Voilà pourquoi les Romains ont dit « qui vis pacem parabellum ». Ça veut dire « qui veut la paix prépare la guerre ». Donc, c'est très important, ces deux notions sont liées. Alors, cela va par voie de conséquences à dire ce qui suit, ce que toute guerre doit terminer par la paix. C'est-à-dire, on doit mettre les moyens en place pour réduire le risque de guerre qui viendrait plus tard et pour arrêter les guerres. On peut arrêter la guerre par la guerre
mais aussi on peut arrêter la guerre par des voies diplomatiques. Et très souvent, l'histoire des guerres dans le monde entier a démontré que la plupart des guerres terminent par voie diplomatique, autrement dit par la négociation. Donc ces deux notions sont liées et on ne peut pas les traiter séparément à mon avis. Monsieur le professeur, à ce jour, on doit dire que les efforts du gouvernement congolais sont tournés vers l'armée. Et aujourd'hui, nous avons une campagne congolais Téléma qui a même fait venir la première ministre ici en République démocratique du Congo, aussi dans la ville de Bandundu, je voulais dire. Ma question était celle de savoir comment percevez-vous l'armée et quelle place doit-elle occuper dans un État? Bon, vous savez, vous me posez une question qui a trait à mes recherches. Moi, j'ai fait mes recherches doctorales sur la question de l'armée. Et je dois vous dire d'emblée, et ça c'est la thèse que je soutiens depuis toujours, que l'État, c'est l'armée. En fait, l'armée est le fondement même de la notion de l'État. Sur le plan fonctionnel, la théorie générale a démontré que l'État avait trois éléments constitutifs qui sont le territoire, le gouvernement et la population. Oui, je suis bien d'accord. Mais si vous faites une analyse dialectique de ces notions, vous allez vous rendre compte que l'armée est le fondement, le soubassement de tous ces trois éléments constitutifs de l'État. En fait, l'armée fait et défait l'État. Avec l'armée, on peut créer un nouveau gouvernement. Avec l'armée, on peut conquérir des territoires. Avec l'armée, on peut se créer une population. Voilà pour dire que l'armée reste le fondement. Et moi, dans mes recherches, j'ai dit que sans l'armée, l'État est dialectiquement un ensemble vide. C'est-à-dire, il n'y a pas d'État sans armée. D'ailleurs, l'armée est le baromètre de la puissance d'un État. Lorsque vous voulez savoir si l'État est fort, si l'État existe, j'allais dire, mais il faut initier une guerre. La guerre démontre, n'est-ce pas, la puissance de l'État. Voilà pourquoi, dans mes recherches, j'ai dit, nous avons un devoir en tant que scientifiques à proposer à l'État la révision de la notion de la conception de l'armée. Puisque vous soutenez ces thèses, monsieur le professeur, est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que le problème, c'est l'armée ou la politique? Bon, c'est un engrenage de tout. Mais l'armée, c'est quoi? La nouvelle conception de l'armée, c'est que c'est le peuple en armes. Voilà. Je ne parle pas de l'armée tout simplement comme une institution, mais c'est le peuple en armes. Ça, c'est la nouvelle conception de l'armée. Donc, il faut avoir une armée forte, bien préparée, idéologiquement supérieure, n'est-ce pas, et équipée. Si vous ne l'avez pas, l'État est mort. Et ça, c'est une tâche importante qui revient à tout État qui se respecte. Aujourd'hui, si vous voulez gagner la géostratégie mondiale, il y a une théorie des 3C, c'est-à-dire le contrôle, le commandement et la communication. Une armée qui a le contrôle, qui a un commandement assuré et qui a la communication. Et là, je voulais insister sur la communication spatiale et numérique à l'heure actuelle. Si les trois éléments sont réunis, ça fait une force pour l'État. Et c'est ce à quoi nous devons arriver. Oui, professeur, en vous entendant parler, j'ai l'impression que vous êtes en train de démontrer que l'armée de la RDC est délestée ou bien est négligée. Bon, est-ce que nous n'avons pas une armée? Nous avons une armée. Nous avons des hommes, n'est-ce pas? Nous avons du matériel, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose qu'il faut ajouter. Le facteur décisif de la victoire dans une guerre n'est ni l'armement, ni la technique,
avec laquelle les militaires combattent, mais plutôt l'enthousiasme révolutionnaire avec lequel le soldat se bat. Ça, c'est un élément. Et ça, c'est la conscientisation et l'idéologisation du soldat. Justement, professeur, j'ai posé la question ici de savoir, est-ce que le problème, c'est un problème qui est politique ou c'est un problème d'homme? C'est justement, je suis en train d'y arriver. J'ai dit tout le problème, il faut le mettre, je fais une analyse holistique de la situation. C'est tout le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous donne les questions sur, par exemple, les stimulus qu'il faut vis-à-vis du soldat. Le soldat a besoin de deux stimulus. Il y a le stimulus matériel, n'est-ce pas, et le stimulus moral. Tous les deux ensemble. Et il faut une bonne combinaison de ces deux stimulus pour faire ressortir l'enthousiasme révolutionnaire du militaire. Moi, j'ai la chance d'avoir étudié dans un pays socialiste et révolutionnaire. J'ai cité la Corée du Nord. Vous savez, dans ce pays, j'y ai vécu et j'ai vu la réalité sur terrain. Le militaire est roi. C'est-à-dire que le militaire est pris en charge totalement par le gouvernement. Je félicite notre gouvernement pour la décision qu'on vient prendre. C'est un début où on a doublé les salaires des militaires, où on encourage de jeunes gens à se faire enrôler dans l'armée avec un bon salaire. Ça, c'est déjà un point de départ qui est bon. Mais je vous donne l'exemple des pays où j'ai étudié. Il y a, par exemple, une école de luxe, d'excellence, créée avec un internat, un restaurant et tout, pour les enfants orphelins des militaires. Vous voyez ça? Des enfants orphelins de militaires. Ceux qui sont tombés sur le champ de bataille. Alors, quand le militaire voit ça, il est encouragé, n'est-ce pas? Il dit que même si je vais en guerre et que je meurs sur le champ de bataille, ma famille est prise en charge par l'État. Voilà un exemple, par exemple. Ça, c'est un stimulus moral. Un stimulus moral. Mais il faut aussi le stimulus matériel. Alors, il faut une bonne combinaison entre les deux. Parce que si on ne forme que le stimulus, on insiste que sur le stimulus matériel aussi, l'argent, les biens, alors on va créer ce qu'on appelle des mercenaires. Donc, l'armée ne doit pas être constituée de mercenaires. On peut trouver des mercenaires nationaux, c'est-à-dire des gens qui vont dans l'armée tout simplement pour avoir l'argent. S'il n'y a pas l'argent, il peut abandonner. C'est un mercenaire. Mais un véritable militaire, il est formé non seulement sur la tactique militaire, mais sur la conscience idéologique. D'ailleurs, moi j'ai dit, qui est plus politique que le militaire? Qui est plus politique que les militaires? En réalité, les militaires devaient être des gens bien formés. On ne peut pas recruter n'importe qui dans l'armée. On doit recruter des gens qui ont une conscience élevée et des gens qui sont bien formés et qui peuvent défendre le pays à tout point de vue. Voilà un peu mon point de vue sur la question de l'armée. Justement, professeur, à vous entendre parler, vous proposez indirectement je dois dire, la refondation de l'État pour donner une place prépondérante à l'armée et afin d'assurer la défense nationale. Mais ne pensez-vous pas que cette proposition, bien que vous ne l'aviez pas dit directement, peut toucher à la forme de l'État? Oui, mais comment? Mais regardez, nous ne devons pas, en tant qu'intellectuels scientifiques, nous ne devons pas être esclaves des théories occidentales. Quelle est la meilleure théorie qui puisse exister? Qui ont été mises en place dans des contextes différents que le nôtre. D'ailleurs, la démocratie est un pis-aller. Non, il faudrait adapter les théories politiques par rapport aux réalités nationales. C'est ce qui fera notre développement. Sinon, vous savez, moi je dis souvent, la démocratie telle qu'elle a été inoculée chez nous, c'est un piège. C'est un piège parce que on nous donne un système qui ne s'adapte pas nécessairement aux conditions de vie locales, à notre culture. Et ça crée un conflit. Ça crée un conflit. Il y a ce qu'on appelle l'inadaptabilité
de réponse à la question posée. Lorsque on vous pose une question, vous répondez à la question qui ne vous avait pas été posée, ça pose un problème. Est-ce que notre problème, c'est un problème de la démocratie telle qu'elle est établie aujourd'hui? Non, c'est le développement. Professeur, aujourd'hui, professeur Roland Vele Mukelenge, ministre de la Défense, quels sont les critères pour être éligible à intégrer l'armée? Les critères d'éligibilité pour intégrer l'armée. D'abord, le patriotisme. Ça, c'est la première chose. Comment vous définissez encore le patriotisme? Ah oui, c'est l'amour de la patrie. Et le patriotisme peut s'acquérir aussi. Vous comprenez? Par la formation, on peut acquérir aussi le patriotisme. 2, le recrutement. On ne recrute pas n'importe qui. Bon, vous savez, il y a des gens qui ont pensé que parce qu'il n'a plus rien à faire, n'est-ce pas? Il est délaissé. Bon, c'est un bandit, c'est un voyou. Il faut l'envoyer dans l'armée. Non! Les soldats, les policiers, c'est des personnes responsables, c'est des acteurs du développement actuel. La nouvelle vision de l'armée, c'est une armée de développement, pas une armée budgétivore. Le militaire et les policiers doivent aussi créer, contribuer au développement de la nation. Dans plusieurs États, nous avons vu des militaires dans le génie militaire, n'est-ce pas, construire. Vous voyez, le recrutement, la préparation, la formation. Il faut accorder une formation adéquate aux militaires. La technique, la stratégie militaire, bien sûr, mais aussi l'idéologie politique. Le militaire doit être politiquement bien assis pour comprendre les enjeux de la guerre, n'est-ce pas? Les enjeux de la sécurité nationale, des enjeux de la stratégie, de la géostratégie mondiale. Celui qui tient l'armée et qui va en guerre doit savoir que je suis en train de me battre pour mon avenir et l'avenir de ma femme, de mes enfants et l'avenir de toute la nation. Donc, si je meurs pour la nation. Et si les jeunes ont ce niveau de conscientisation, ils iront sans problème et ils ne pourront jamais faire défection pendant les combats. Ça, c'est un élément important. Il y a la préparation, il y a la formation, mais il y a aussi l'équipement. Il faudrait que l'État puisse mettre des moyens nécessaires pour combattre l'ennemi. Aujourd'hui, il faut le dire que notre armée est équipée. Aujourd'hui, et ça nous félicitons le gouvernement pour cela, mais il faut ajouter à cela d'autres éléments, notamment la conscientisation, la formation et la stimulation et matérielle et morale. Professeur, je vous comprends, vous avez vraiment les soucis de la paix en RDC. En vous voyant, la façon dont vous êtes en train de parler sur l'armée congolaise. Mais sur la paix, vous évoquez aussi dans vos articles précités, vous évoquez aussi la théorie de la guerre pacifique comme solution. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Bon, regardez les deux notions. Il y a la théorie de la guerre pacifique. Il y a d'une part guerre et d'autre part paix. En fait, c'est comme je l'ai dit, ça peut paraître contradictoire. Comment peut-on parler d'une guerre pacifique? Parce que la guerre, en principe, est violente par nature. Non. Je vous l'ai dit tout à l'heure que la guerre ne commence pas le jour du premier coup de feu. Non. La guerre commence avant. Vous savez, aujourd'hui, il y a une nouvelle théorie. Il y a beaucoup de théories sur la guerre. Mais il y a une théorie qui est en vogue dans les milieux occidentaux, notamment aux États-Unis. C'est la théorie de la guerre préemptive. En quoi consiste la guerre préemptive? Ça veut dire attaquer l'adversaire sans que celui-ci ait commencé le combat. C'est-à-dire lorsque vous constatez qu'il y a menace de guerre, il n'y a pas encore guerre, mais il y a menace de guerre, on attaque, on dévance l'adversaire pour arrêter, n'est-ce pas, son avancée ou cette menace-là. C'est ce qui a été fait en Irak par les États-Unis il y a plusieurs années passées. C'est ce qui fait le Rwanda, entre guillemets, avec le prétexte des intérêts. Vous comprenez?
Les Rwandais prennent comme prétexte les Interahamwe qui sont là-bas. Alors, pour sécuriser son territoire, il dit que je dois entrer là, dedans, pour aller... Non! Et nous devions avoir une riposte à ça. Et la riposte à ça, c'est de se doter d'une armée forte. La théorie de la guerre pacifique est fondée sur le fait que aucun État ne peut être respecté dans le monde s'il n'a pas une armée forte. 2. Pour être respecté dans le monde, il faut installer déjà son armée avec un armement fort et les autres vont vous craindre. Donc, vous commencez une guerre sans coup de feu. Comment commencer une guerre sans coup de feu? C'est de doter de moyens, c'est doter de moyens militaires conséquents. Ce qui fait peur à l'ennemi. Mon cher ami, lorsque on apprend que dans cette parcelle, il y a un chien méchant, est-ce que tout le monde entre comme il veut? Non. Pourquoi? Ils ont peur du chien. Le chien n'a pas attaqué, mais ils savent que là-bas, il y a un chien. C'est ce qui fait la porosité de nos territoires en Afrique. Moi, je suis de ceux qui pensent, et dans la théorie de la guerre pacifique, je conseille à tous les États de se doter des moyens militaires forts pour être respectés, pour instaurer la paix. La paix ne viendra que lorsque vous avez les moyens de défense, n'est-ce pas? Vous avez les moyens offensifs, n'est-ce pas? Et la sécurité, on ne peut pas vous attaquer. Est-ce que les États-Unis peuvent allègrement aujourd'hui attaquer la France? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un équilibre des forces. Lorsqu'il n'y a pas d'équilibre des forces, vous êtes ouvert, facile à attaquer. Et pour la République démocratique du Congo, avec les enjeux géostratégiques que nous avons dans notre pays, à l'est de la République, il faut nécessairement que le Congo soit doté d'une armée forte à la mesure de son territoire et de son espace géographique. Monsieur le professeur, vous avez également proposé la négociation pour faire taire les armes en République démocratique du Congo. Pourquoi suivre cette démarche alors que sous le président Kabila, il en était ainsi, ce qui a conduit au mixage et au brassage de notre armée? Bon, écoutez, madame, je l'ai dit au départ, la guerre ne peut terminer que par la négociation. Il n'y a pas de guerre qui se termine par la guerre. Nous sommes obligés. Moi, je suis de ceux qui pensent que le président de la République doit négocier. Alors, la grande question qui se pose, c'est négocier avec qui? Ça, c'est la question principale. Mais je vais vous dire, donner une image. Regardez, vous êtes attaqué par les assassins. Ils entrent chez vous, dans votre maison. Ils ont neutralisé déjà tous les gardiens. Ils ont cassé la porte. Ils sont au salon. Ils ont tiré sur le premier enfant qui est décédé. Le deuxième enfant sort. Il a encore une balle. Vous êtes bien dans votre chambre, bien encadré, bien sécurisé dans votre chambre. Alors, on vous lance un appel. On dit, monsieur, si vous ne négociez pas avec nous, nous allons continuer et tirer sur le troisième enfant. Ces assassins, je précise, ont été envoyés. Il y a un commanditaire qui les a envoyés. À ce moment-là, vous acceptez de négocier. Vous négociez avec qui? Avec les commanditaires ou avec les assassins qui sont dans la maison et qui ont déjà éliminé 2 enfants? Voilà la question. Ça veut dire quoi? Le gouvernement doit négocier. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut négocier. Toute guerre finit par la négociation. La question, c'est de savoir bien négocier. Et de savoir négocier avec qui? La guerre de l'Est a une réponse. La guerre de l'Est, ces conflits percutants, permanents, exigerait qu'il y ait même une conférence internationale sur le Kivu. Et cette conférence devait réunir et le Rwanda, et l'Ouganda, et les pays limitrophes, et la communauté internationale, et les grandes puissances, et la RDC, pour traiter de la question de l'Est, pour trouver des solutions durables à cette question de l'Est. S'il s'agit de la recherche des minéraux, y a-t-il pas lieu de négocier pour voir un terrain d'entente? Comment on doit faire? Comme nous l'avons entendu dire, le président de la République aurait, n'est-ce pas, initié cette démarche-là. Ça,
c'est pour résoudre les problèmes des conflits de l'Est, de la guerre de l'Est. Mais la guerre à l'Est que nous avons aujourd'hui avec les Nanga et consorts qui sont en réalité des marionnettes, comme disait Mosé Laurent Désiré Kabila, nécessite non seulement de négocier avec le Rwanda, mais négocier aussi avec ces acteurs qui ont l'arme à la main. Pourquoi? Parce que ce sont des frustrés qui ont les revendications dans leur poche et qui se sont greffés sur le conflit qui est permanent à l'Est. Voilà, c'est mon point de vue en tant que scientifique. Je pense qu'il y a lieu de négocier, mais de savoir bien négocier. Professeur, s'il vous plaît, vous avez pris l'angle des négociations, mais vous ne voyez pas, selon, après la question de notre concert, on va citer sur brassage et mixage qui pose problème aujourd'hui, que nous parlons des infiltrés, et voilà. Est-ce que vous n'attendez pas à ça? Vous n'avez pas l'intention de comprendre que c'est encore mettre le pays dans une situation où demain on ne saura pas comment ça sortir. Je vais vous dire une chose. Vous savez que toute négociation est en réalité une mise en scène. Parce que vous ne maîtrisez pas les intentions. Je vous dis, toute négociation est en réalité une mise en scène. Quand le metteur en scène, n'est-ce pas, met les histoires en jeu, sur terrain, ce sont des réalités différentes. Le problème, c'est de savoir négocier pour arrêter la mort. Mon problème, c'est à niveau. On ne négocie pas pour besoin de négocier. Vous savez, après réflexion, j'ai dit, autrefois, les gens ont critiqué la position du président Mobutu. Personne. Mobutu a dit dans une vidéo que nous avons suivie que pour l'unité du Congo, je suis prêt à négocier, à faire des contrats même avec le diable. Les gens ont crié, on dit que c'était un démon. Je crois que devant cette affirmation, il faut aussi faire une autre lecture. C'est-à-dire quoi? Pour l'unité du Congo, je peux à un moment chercher à négocier pour retrouver la paix et reprendre mes ailes et prendre le contrôle de ma situation. Monsieur le professeur, en fait, nous restons sur cet ordre d'idées parce que dans ce qui s'est dit aujourd'hui dans la partie Est, il y a notamment de ceux qui pensent qu'ils sont de Congolais, mais qui se sont vus retirer certains droits, notamment civils et politiques, et aujourd'hui, ça crée une frustration. Est-ce qu'on doit parler d'un conflit interethnique ou un conflit hégémonique? Non, nous n'avons pas de conflit interethnique. Il y a les Tutsis, il y a oui, les Banyarwanda, tous ces gens-là. Mais à supposer qu'il y ait un conflit entre deux ethnies. Ici, chez nous, on parle de Mombondo, n'est-ce pas? Du conflit Mombondo. Autrement dit, que ce seraient les Bateke et les Aka. Bon, est-ce qu'ils ont pris les armes pour demander le départ du président de la République ou pour vendre le pays? Non. Nous n'avons pas de conflit ethnique. Le conflit à l'Est, comme je vous l'ai dit, c'est un conflit, comme vous l'avez dit, hégémonique. Hégémonique de la part du Rwanda, hégémonique de la part des multinationales qui sont soutenues par la communauté internationale. Voilà pourquoi j'ai proposé 2 étapes dans la résolution de ces conflits. Résoudre le conflit de l'Est et les conflits actuels à l'Est pour arriver à une solution. Parce que, bon, si les Banyamulenge disent qu'ils sont des Congolais, mais où est le problème? Alors, est-ce que pour se faire Congolais, il faut prendre les armes? Non. Si vous êtes Congolais, vous resterez Congolais. Vous pouvez prouver à votre papa, votre maman que vous êtes son fils. Est-ce qu'il y a des preuves à faire? Non, il n'y a pas de preuves à prouver que non, je suis le fils de mon père, ni le fils de ma mère. Alors, si vous commencez à vouloir prouver que vous êtes le fils de votre père, ou la fille le fils de votre mère, ça veut dire qu'il y a un problème. Monsieur le professeur, aujourd'hui, il s'observe le silence total de la part de la communauté internationale, ou carrément on doit dire des sanctions, mais qui ne pèsent pas réellement sur les acteurs concernés par cette crise sécuritaire dont traverse la République démocratique du Congo. De quelle manière vous analysez cela? Est-ce qu'on doit dire qu'il y a réellement des sanctions ou ce sont juste des mots pour plaire de façon diplomatique? Regardez, la cause principale de tous les conflits que nous avons en Afrique en général, les conflits armés,
c'est l'impérialisme. Et l'impérialisme, c'est un esprit. Il est multiforme. La méthode actuelle de l'impérialisme, c'est l'agression. Lorsqu'un pays se met d'accord pour un programme de développement ou de décollage et que l'on constate que ce pays peut devenir une grande puissance demain, ce que l'impérialisme fait, c'est de l'attaquer afin d'arrêter son élan. Et c'est ce qui est fait à notre pays. Le président de la République a démontré par plusieurs fois que c'était un véritable diplomate. Vous savez, les gens disent beaucoup de choses mais ne comprennent pas. Il y a des gens qui ont dit, non mais le président a dit qu'il ne faut pas, je ne vais pas négocier avec tel les plantains, mais comment il va encore négocier? Mais non, mais non. Les contextes changent. On négocie quand on est en état de force. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, nous avons gagné. Sur le plan diplomatique, nous avons gagné. Voilà pourquoi les rebelles ont fui. Ils ont fui pourquoi? Parce qu'ils savent que sur le plan diplomatique, nous avons gagné. Ils ont constaté aussi une avancée de nos forces militaires. Voilà. C'est pour vous dire que à l'ère actuelle, la négociation est une nécessité pour notre pays. Monsieur le professeur, est-ce que aujourd'hui Kinshasa est obligé de négocier avec Kigali? Mais bien sûr, madame. Mais l'agresseur, comment il s'appelle? C'est Kigali. C'est Kagame, l'agresseur. Donc, si vous voulez terminer une guerre, il faut que les deux protagonistes se mettent ensemble pour discuter. Et quand j'ai parlé de la guerre de l'Est, c'est-à-dire du conflit de l'Est, c'est toujours télécommandé et ça passe par Kigali. Et donc, il faut parler avec Kigali. J'encourage, regardez ce que le président a fait. Il est allé rencontrer le président rwandais à l'extérieur. C'est un sursaut, n'est-ce pas, de patriotisme. Les gens ont critiqué, les gens disent, mais pourquoi le président de la République doit rencontrer Kagame? Mais non, ce n'est pas connaître comment fonctionnent les relations internationales. Mais alors qu'on ne s'attendait plus à ça, oui. Au ciel. Mais c'est ce que je vous dis. Vous savez que notre président était véritable diplomate. En diplomatie, on peut demander le contraire de ce qu'on veut. Vous comprenez? Quand le président dit « je ne négocie pas », on peut lire ça autrement pour dire « je veux négocier ». C'est tout ce qui est possible en diplomatie. Et le contexte a changé. Nous sommes, sur le plan diplomatique, en situation de force. Et donc, ça nous facilite, n'est-ce pas, de négocier. Aujourd'hui, le Rwanda est condamné par la plupart des pays du monde entier. Vous voyez? Et donc, c'est un élément de force pour nous. Moi, j'encourage le président de la République à continuer sur la voie des négociations. Il n'y a pas mieux à faire pour arrêter une guerre que la négociation. Monsieur le professeur, un homme d'État est lié par la parole. Il avait dit qu'il ne rencontrera Paul Kagame qu'au ciel. Et aujourd'hui, nous voyons une contradiction. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, ce n'est pas aussi une manière de blesser aussi la population qui a cru en lui? Est-ce que vous pensez que la politique, ce n'est pas de l'esthétique? Non. On est en politique. C'est aussi le respect de la parole. Hein? Oui, le respect de la parole, mais la politique n'est pas de l'esthétique. Donc, il faut savoir que en politique, on doit savoir négocier. Et en politique, il n'y a pas de position figée. Les positions dépendent du cours des événements et un bon nombre d'États doit tenir compte du contexte dans lequel l'on se trouve. On peut ne pas être prêt à négocier aujourd'hui et l'être demain. C'est ça la diplomatie. Et de ce point de vue, il faut féliciter le président de la République. Il n'a pas fait, comme certains disent, un rétropédalage. Non. Le président a analysé la situation de l'heure et a constaté que la réponse adéquate à donner maintenant, c'est de faire une avancée vers l'adversaire. Et ça, il faut l'encourager. Monsieur le professeur, après avoir donné la voie de sortie de la négociation, quelles sont les recommandations qui pouvaient disposer à la place publique pour que les décideurs puissent les prendre en compte? La première des choses, et je vais le démontrer plus tard quand je vais exposer publiquement lors d'une conférence la théorie de la guerre pacifique. En fait, pour qu'un État soit respecté actuellement, il faut que cet État soit doté d'une armée puissante, forte
équipés et hautement mécanisés. Ça, c'est la première des choses. Et pour y arriver, il faut former maintenant. Il faut former, il faut recruter. Et il ne faut pas mal recruter. Il faut bien recruter, non pas seulement pour gagner cette guerre d'aujourd'hui, mais pour préparer la guerre de demain. Je vous l'ai dit que la guerre est permanente. Quand il y a la paix, un moment de guerre viendra. Et après la guerre, viendra le moment de paix. C'est dans un enchaînement dialectique permanent entre guerre et paix que l'État s'est construit. Et le baromètre de la puissance et tactique, c'est l'armée. Et donc, sans armée, comme je l'ai dit dans mes recherches, l'État est en réalité, dialectiquement, un ensemble vide. C'est par cette réponse que nous bouclons la fin de cet entretien. Monsieur le professeur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je n'étais pas seule sur ces plateaux, j'ai été accompagnée de mes confrères, dont Mardoché Taïe et Monsieur Patrick. On s'est dit à la prochaine.